C'est fascinant comme un seul objet, parfois, peut nous connecter à la fois à l'art, à l'histoire et même au monde immense de la finance mondiale. Aujourd'hui, on va décortiquer un de ces objets, une magnifique pièce d'or. Mais attention, avant même de penser à ça comme un actif financier, il faut voir cette pièce pour ce qu'elle est, une véritable œuvre d'art, une histoire qui était gravée dans l'or. C'est en la regardant de tout près que notre analyse commence. Alors, pour vraiment comprendre cet objet, la première étape, c'est de l'examiner à la loupe, de se concentrer sur chaque détail, chaque relief. Chaque face de la pièce raconte une histoire différente. D'un côté, sur l'averse, on a le portrait du roi Charles III, et de l'autre, sur le revers, l'icône de l'Australie. Ce sont vraiment deux œuvres d'art bien distinctes qui s'assemblent pour ne former qu'un. Si on décortique un peu son identité, c'est vraiment fascinant. L'averse, dessinée par Dan Thorne, marque un vrai tournant historique. Le revers de Neil Hollis, lui, capture parfaitement l'esprit de la faune australienne. Et cette petite marque 40, ce n'est pas juste un détail, ça ancre la pièce dans une longue histoire, une série qui a débuté en 1986. Et bien sûr, il y a les chiffres clés, sa pureté et son tirage limité, qui sont absolument cruciaux pour définir sa valeur et sa rareté. Bon, maintenant qu'on a bien regardé la pièce de près, on dézoome. On quitte l'objet lui-même pour s'intéresser à son environnement. Le marché mondial de l'or, qui début 2026 était particulièrement agité. Janvier 2026 était de vraies montagnes russes. Tout a commencé avec des tensions géopolitiques qui ont fait flamber les prix. Ensuite, l'incertitude générale a continué de mettre de l'huile sur le feu, propulsant l'or vers des sommets jamais atteints. Mais voilà, comme on le voit, la fin du mois a ramené tout le monde à la réalité avec une correction brutale. Ça nous rappelle à quel point ce marché peut être imprévisible. L'ampleur de cette volatilité est juste saisissante. Imaginez, malgré une chute de 9% en une seule journée, la plus grosse baisse sur un jour en plus de 10 ans, le mois s'est quand même terminé sur un gain impressionnant de 14%. Ça montre bien qu'il y a une force sous-jacente qui pousse le marché vers le haut, même face à une secousse aussi violente. Alors, quel est le moteur de tout ça ? En fait, le point crucial, c'est que les fondamentaux du marché sont solides. La demande a atteint des niveaux records en 2025, que ce soit de la part des investisseurs ou des banques centrales. Celles-ci, d'ailleurs, se ruent sur l'or pour diversifier leurs réserves. Si on ajoute à ça une offre qui peine à suivre et en contexte géopolitique instable, eh bien on a la recette parfaite pour en marcher sous tension. Et si même les experts sont dans le flou, que faut-il en penser ? Cette citation, elle vient de l'enquête de la London Bullion Market Association et elle est très révélatrice. Une fourchette aussi large, c'est énorme. Ça montre à quel point l'incertitude est profonde, même au plus haut niveau de l'analyse. Ok, passons maintenant de ce grand marché un peu abstrait à quelque chose de très concret. Comment tout ça se traduit dans le prix d'une seule de ces pièces ? Tout commence avec ce qu'on appelle le prix spot. C'est la base, le prix de référence de l'or brut sur le marché mondial. C'est un chiffre qui bouge tout le temps, mais attention, ce n'est pas le prix final qu'on va payer. En plus du prix spot, il y a la prime. La prime, en gros, c'est ce qui transforme le métal brut en un produit fini qu'on peut tenir dans la main. Elle couvre tout le travail de la monnaie, la frappe, le design, la capsule de protection, mais aussi la logistique et la marge du vendeur. C'est pour ça qu'une pièce coûtera toujours plus cher que la simple valeur de l'or qu'elle contient. Et voici un exemple très parlant. En utilisant les données de silver.com, on voit très clairement que le moyen de paiement a un impact direct sur le prix final. Un virement bancaire, c'est moins cher à traiter pour le vendeur, donc le prix est plus bas. À l'inverse, les paiements par carte ou PayPal, qui ont des frais plus élevés, eh bien ces frais se répercutent sur le coût pour l'acheteur. Une fois que la pièce est acquise, l'histoire est loin d'être terminée. Maintenant, il faut s'intéresser aux aspects pratiques de la possession, c'est-à-dire les risques et les règles du jeu. Et la Perse Mint le rappelle elle-même, le marché des métaux précieux n'est pas sans danger. La contrefaçon, en particulier, est un problème bien réel et de plus en plus sophistiqué. La vigilance est donc absolument essentielle. Heureusement, la monnaie a intégré des sécurités pour protéger les acheteurs. La fameuse marque d'atelier P, c'est déjà un premier indice. Mais le plus important, c'est cette fonction d'authentification. Une toute petite lettre gravée au micro-laser qui est cachée dans le dessin. Elle est quasiment invisible à l'œil nu, on ne peut la voir qu'avec une loupe, mais c'est l'une des meilleures garanties qui existent contre les faussaires. Voici donc quelques conseils pratiques. Le point le plus important, s'en tenir à des vendeurs fiables. Une offre qui paraît trop belle pour être vraie, c'est presque toujours un piège. Et il ne faut pas hésiter à jouer un peu les détectives. Vérifier le poids avec une balance de précision, examiner les détails à la loupe. Les contrefaçons se trahissent souvent par leur manque de finesse. Bien, on a parlé des risques quand on achète, il faut maintenant parler des règles quand on vend. Et là, la règle la plus importante, c'est la fiscalité. Si on prend l'exemple de la France, il existe deux grands régimes pour la vente d'or d'investissement.
Le choix entre les deux peut avoir un impact financier énorme, donc il est essentiel de bien les comprendre. Pour que ce soit bien clair, faisons un petit calcul. Imaginons une vente à 10 000 euros. Avec l'option 1, la taxe forfaitaire, on paierait 650 euros. Par contre, si on choisit d'être imposé sur la plus-value, qui est ici de 4 652 euros, l'impôt grimpe à 1 487 euros. Dans ce cas précis, la taxe forfaitaire est donc beaucoup plus intéressante. Le meilleur choix dépendra toujours de la plus-value et de la durée de détention. Alors, si on devait résumer, il y a quelques points essentiels à retenir. D'abord, pas de TVA à l'achat. C'est un avantage majeur. Ensuite, les petites ventes de pièces qui ont cours légal, comme ce kangourou, peuvent être totalement exonérées. Et surtout, la patience est récompensée. Au bout de 22 ans, la plus-value est complètement exonérée d'impôts. D'où l'importance capitale de bien conserver une preuve de la date d'achat. On est parti d'une petite pièce d'or, on a traversé la finance mondiale, les ateliers de la monnaie, les subtilités de la fiscalité, et tout ce chemin nous amène à une dernière question. Dans un monde de plus en plus dématérialisé, dominé par les actifs numériques, comment expliquer que ce métal, connu depuis des millénaires, continue d'exercer une telle fascination et de conserver une telle puissance ?